Je m'appelle Clémence, et jusqu'à ce dernier réveillon de Noël, j'étais pour ma famille l'incarnation d'un échec élégant. J'ai 33 ans, et là où mon cousin Théo gère des fonds d'investissement depuis son bureau avec vue sur l'Arc de Triomphe, et ma sœur Delphine est architecte de yachts de luxe, j'ai choisi de restaurer des œuvres d'art. Plus précisément, de vieilles fresques médiévales dans des églises oubliées de province. Un travail noble, passionnant, mais qui, aux yeux de la bourgeoisie parisienne dont je suis issue, est synonyme de misère poétique, de saleté et d'un manque total d'ambition. Mon oncle Laurent, qui a fait fortune dans l'immobilier haussmannien, n'a jamais manqué une occasion de me le rappeler. Toujours avec un sourire onctueux, en me demandant si je n'avais pas besoin d'une petite aide pour le loyer de mon taudis. Mais ma tante Agnès, sa femme, était la pire. Agnès, avec son manteau en cachemire et ses bijoux trop brillants, était le sniper de la famille, spécialisée dans l'humiliation publique. Elle excellait à transformer chaque repas de fête en tribunal. La dernière fois que je l'ai vue, elle a glissé que mon travail était adorable, mais que la charité commençait chez soi, avant de me demander si j'avais une mutuelle pour les dégâts du temps sur les mains. Vous voyez le tableau. Ce Noël-là, cependant, quelque chose avait changé en moi. J'avais passé les 6 derniers mois plongés non pas dans la poussière des églises, mais dans la plus sombre et la plus étouffante des archives, celle de la Bibliothèque nationale de France, et ce que j'y avais découvert dépassait de loin les vieilles recettes et les légendes. C'était un secret de famille, une blessure ouverte de plusieurs décennies qui prouvait que la richesse et l'honneur de ma famille reposaient sur un mensonge si ancien, si profondément enfoui, qu'il était devenu le socle de tout ce qu'ils étaient. Et ce soir, ce réveillon orchestré dans l'appartement somptueux d'Agnès et Laurent, j'allais le révéler. Je savais que ma vengeance ne serait pas monétaire, mais elle serait totale, chirurgicale, et elle ferait plus de dégâts qu'un krach boursier. Elle visait Agnès, mais elle allait atteindre le cœur pourri de toute la dynastie. J'étais là, vêtue d'une simple robe noire chinée chez Emmaüs, un contraste parfait avec leur tenue de créateur, et dans mon sac à main, je n'avais pas un cadeau, mais une enveloppe jaunie, le fameux dossier brûlant. La soirée n'avait pas encore commencé, mais le compte à rebours était lancé. Le silence sous le lustre de cristal allait bientôt être brisé par une vérité fracassante. C'était la première fois que j'abordais un dîner de famille avec cette détermination froide, et l'adrénaline qui parcourait mes veines était plus enivrante que n'importe quel champagne de prestige qu'il pourrait me servir. Je m'étais préparée pour cette guerre, et je savais que, pour survivre, l'underdog devait frapper le premier et le plus fort. Pour comprendre pourquoi la violence de cette réunion de famille était nécessaire, il faut remonter le fil de l'histoire des Dubois, ma famille. Les Dubois ne sont pas d'une vieille noblesse, mais d'une richesse récente, construite sur le marbre et les promesses non tenues. Mon grand-père, Michel Dubois, le patriarche vénéré, était l'homme qui avait bâti l'empire immobilier familial après-guerre. C'était l'histoire officielle, une histoire de labeur, d'opportunités saisies, de visions audacieuses. La réalité que j'ai toujours ressentie était tout autre. Enfant, nous étions élevés dans une culture de la performance et de l'apparence. La réussite n'était pas un objectif, mais une obligation. Mon père, un homme doux mais effacé, a passé sa vie à essayer d'atteindre le niveau d'exigence de Michel, sans jamais y parvenir, vivant dans l'ombre du grand frère Laurent, l'héritier désigné et l'homme d'affaires impitoyable. Laurent était le golden child, celui qui pouvait tout se permettre, y compris d'humilier subtilement mon père et, par extension, moi. De mon côté, j'ai toujours été la rêveuse, celle qui gâchait son talent en s'intéressant aux choses sans valeur marchande. J'ai étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne, non pas pour l'argent, mais par amour de la beauté et du temps passé. Mon grand-père, avant de mourir, avait ri de mon diplôme, me demandant si je comptais restaurer les chaises de son jardin. Cette phrase m'avait fait plus mal que n'importe quelle insulte directe. Pourtant, c'était de mon grand-père que venait l'étincelle de mon chemin. Dans le grenier de la maison de campagne, il m'avait montré un jour un croquis d'une église romane, griffonné sur un coin de nappe avec une dédicace cryptique « Le plus beau de l'œuvre est ce qu'on ne voit pas ». Je pensais que c'était une de ces maximes philosophiques. Il y a 6 mois, une commande inattendue m'a amené à travailler sur la restauration de cette même église, une petite merveille cachée près de Sens. C'est là, en grattant le plâtre moderne qui recouvrait une voûte, que j'ai trouvé plus qu'une fresque. J'ai trouvé un message gravé dans la pierre, un nom et une date qui ne correspondaient pas à l'histoire officielle de ma famille. Intriguée, j'ai commencé mes recherches. Mes nuits se sont transformées en plongées dans les registres notariés, les archives municipales et les vieux journaux. J'ai découvert une transaction foncière datant de 1952, juste après le lancement de l'entreprise Dubois. Cette transaction,
passé sous silence, concernait l'acquisition d'un terrain stratégique qui avait été spolié à une autre famille durant la guerre. La famille de Michel, mon grand-père, avait profité de la confusion et de l'exil forcé de cette autre lignée pour s'emparer de ce qui allait devenir le cœur de leur fortune. C'était le véritable socle de leur empire, et il était pourri. Laurent et Agnès, les gardiens de l'honneur du bois, n'avaient aucune idée que leur château de cartes était sur le point de s'effondrer. Ils continuaient de brandir leur richesse comme un étendard de vertu, ignorant que leur piédestal était fait de sable et d'une vieille injustice. Moi, la restauratrice de vieilles pierres, j'étais devenue l'archiviste d'une trahison familiale historique, et l'enveloppe que je tenais contenait la preuve irréfutable de cette forfaiture. La trahison, dans ma famille, ne se mesurait pas en argent, mais en respect. Et Agnès, ma tante par alliance, avait fait de l'absence de respect ma marque de fabrique. Son mépris était une performance. Elle me regardait comme on regarde une tache de vin sur un tapis persan. Pour elle, ma carrière était une farce, une lubie d'enfant riche jouant à l'artiste bohème. L'événement de ce soir était le summum de leur hypocrisie sociale. Le réveillon de Noël, une tradition française sacro-sainte, où l'on est censé célébrer l'union et l'amour, mais qui, chez les Dubois, était une énième démonstration de pouvoir. L'appartement du 7e arrondissement était une cathédrale de richesse discrète mais écrasante. Des moulures d'époque, un parquet Versailles qui craquait sous le poids des générations d'argent, et le fameux sapin de Noël, décoré avec des boules de cristal baccarat et un goût ostentatoire. Je suis arrivée la dernière, un choix stratégique pour minimiser le temps sous le feu des projecteurs. Mais Agnès, vêtue d'une robe de soirée vert émeraude, m'a interceptée dès le seuil, un verre de champagne à la main. « Clémence, ma chérie, quelle surprise de te voir si... à l'heure !» a-t-elle lancé, faisant passer l'éloge pour une critique sur ma ponctualité aléatoire habituelle. Elle a ensuite enchaîné devant ma sœur et mon cousin, les vrais héritiers. « Dis-moi, tu as réussi à te désincruster de tes chantiers ?» On était en train de parler de l'acquisition d'un hôtel particulier dans le Marais, mais ce sont des discussions de professionnels, tu sais. La foule a ri poliment. J'ai souri, un sourire si mince qu'il était presque invisible. C'était la phase d'échauffement. La véritable attaque, celle que j'attendais, devait se produire pendant le dîner, devant le gigot d'agneau et les 7 plats, lorsque tout le monde serait captif et le vin aurait desserré les langues. Mon plan était de laisser Agnès monter le volume de l'humiliation jusqu'à ce qu'elle atteigne un point de non-retour, un moment où la révélation de mon dossier ne semblerait pas être une simple riposte rancunière, mais un acte de justice nécessaire. La rancune familiale était ancienne. Quand mon père a perdu son emploi de consultant il y a 10 ans, Laurent avait refusé de l'aider, l'humiliant publiquement lors d'un déjeuner dominical. « Papa t'a donné une éducation, c'est à toi de te débrouiller, pas à la famille de supporter tes échecs. » avait-il asséné. Et quand ma mère a eu besoin d'une opération coûteuse, Agnès avait suggéré qu'elle vende quelques-unes de ses vieilleries pour payer. J'avais vu ma mère pleurer en secret. Ce soir, la vengeance n'était pas un plat qui se mange froid, mais un dossier qui se lisait à voix haute, à la chaleur d'un feu de cheminée. Et il était temps que la vérité brûle. J'ai senti l'enveloppe dans mon sac. Elle était là, le fruit de 6 mois de travail d'archiviste passionné, bien plus importante que tous leurs fonds d'investissement et leurs hôtels particuliers. J'ai levé mon verre en silence, observant le spectacle de leur suffisance, et j'ai attendu mon heure. L'attente était la véritable arme. Le moment critique est arrivé entre la dinde au marron et la bûche de Noël glacée, lorsque l'atmosphère, alourdie par le vin et les effluves de truffes, est devenue propice à la confession et surtout à la critique. Laurent, le patriarche autoproclamé, a porté un toast à la prospérité des Dubois, fruit de notre travail acharné et de notre intégrité. Les mots résonnaient comme une farce privée dans mes oreilles. C'est à ce moment, avec une précision chirurgicale, qu'Agnès a choisi sa cible. Elle s'est tournée vers moi, son sourire se figeant en une expression de fausse préoccupation. « Clémence, mon cœur, avec cette histoire de restauration, tu vis toujours à ce niveau ? » « Modeste ?» Elle a fait une pause dramatique, comme si le mot « modeste » était une maladie honteuse. « Il faut penser à ta sécurité financière. Tu as quel âge déjà ? 33 ? Le temps passe, et tu n'as pas d'enfant, pas de mari, pas de patrimoine. Ton oncle et moi, on se demandait si tu ne devrais pas vendre tes quelques toiles pour investir dans quelque chose de solide, quelque chose qui ne sente pas la moisissure, comme une place de parking. Au moins, ça c'est de l'immobilier, un vrai pilier. » Mon père a toussé mal à l'aise. Ma mère m'a fait un signe de tête de ne pas répondre, de laisser passer l'orage. Mais je ne pouvais plus laisser passer l'orage.
J'ai posé mon verre, le bruit cristallin résonnant dans le silence qui s'était fait. « En fait, Tati Agnès, ai-je répondu calmement, en utilisant le terme qu'elle détestait, mon patrimoine est en réalité beaucoup plus solide que vous ne l'imaginez. Mais il n'est pas mesurable en mètres carrés ou en actions. Il est mesurable en vérité. » Elle a ri, un rire aigu et dédaigneux. Ah, les envolées lyriques de l'artiste, toujours dans la métaphore. Allons, sois concrète, Clémence. Dis-nous quel est ton plan pour arrêter d'être une parasite sur les fonds familiaux quand tu auras besoin de la charité d'un des tiens. Le mot était lâché. Parasite. Il était violent, agressif, et visait la moelle de mon être. À cet instant, je n'étais plus la rêveuse passive. J'étais l'archiviste en chef d'une vengeance. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée parfaitement égale. Je me suis levée, un geste qui a capté l'attention de tous. J'ai sorti l'enveloppe jaunie de mon sac, nonchalamment, et je l'ai posée au centre de la table, juste à côté du plat de sauce au foie gras. L'enveloppe, d'un papier ancien et usé, contrastait violemment avec la nappe en lin immaculé. Tous les regards étaient fixés dessus, intrigués par cet objet anachronique au milieu des couverts en argent. C'était la première victoire de la rétention. La curiosité maximale était atteinte. Ceci, Tati Agnès, ai-je repris, le ton mesuré, n'est pas un plan pour une place de parking. C'est le résultat d'un travail d'archiviste que vous jugez si peu noble, mais qui, ironiquement, m'a mené aux véritables fondations de notre fortune. Vous avez parlé d'intégrité, oncle Laurent. Laissez-moi vous parler d'un petit morceau de l'histoire familiale que vous avez préféré oublier ou ignorer. J'ai raconté mon travail à l'église de Sens, le croquis de mon grand-père et la découverte de l'inscription gravée. J'ai expliqué comment j'avais retracé le nom inscrit, famille Bloch, jusqu'à la fameuse transaction foncière de 1952. Le silence dans la salle était assourdissant. Agnès a essayé de prendre l'offensive. C'est absurde, Clémence. Des élucubrations de vieille pierre. Notre grand-père a bâti son empire légalement. C'est de la diffamation. Légalement, oui, dans le sens où il n'a pas été poursuivi, ai-je corrigé, ma voix s'élevant légèrement. Mais, moralement, ce terrain, le premier sur lequel votre empire a été construit, oncle Laurent, celui-là même que vous venez d'évoquer dans votre toast, a été acheté pour une bouchée de pain à un prête-nom, juste avant que la famille Bloch, qui avait été spoliée de ses biens pendant l'occupation, ne puisse revenir et réclamer ce qui lui était dû. La signature de mon grand-père est là. J'ai désigné le document qui commençait à sortir de l'enveloppe, et les correspondances qui prouvent qu'il était parfaitement au courant de la situation des Bloch, qui sont miraculeusement réapparus dans les archives d'un notaire à la retraite, sont également ici. Il a attendu qu'il soit officiellement déclaré disparu pour finaliser la transaction avec une rapidité indécente. Votre fortune, Tati Agnès, est bâtie sur le dos d'une famille à os spoliée par l'histoire. Laurent, mon oncle, est devenu blême. Le rouge de son visage a été remplacé par une pâleur cendre. Il a tenté de se lever. Mais Agnès, voyant l'ampleur de la catastrophe, l'a retenu par le bras, les yeux remplis d'une panique froide. La polémique était désormais palpable, un venin se propageant dans la salle. J'avais transformé l'humiliation en un scandale historique, jetant une ombre massive sur l'héritage d'honneur qu'ils s'efforcèrent de maintenir. L'agressivité d'Agnès a atteint son paroxysme. « Tu mens, Clémence. Tu as inventé ces papiers pour te venger de ne pas avoir de talent pour faire de l'argent. » Elle a pointé le doigt sur moi. « Tu es, et tu resteras une artiste fauchée, et tu ne vas pas détruire la réputation de cette famille pour tes fantasmes d'historienne. » Laurent, lui, était silencieux, les mains serrées sur le bord de la table. La peur, la vraie, se lisait dans ses yeux. Mon cousin Théo, le gérant de fonds, a pris la parole. « Clémence, si ces documents sont authentiques, pourquoi ne pas les avoir présentés à un avocat ? Pourquoi cette mise en scène théâtrale à Noël ? » C'était la question que j'attendais. L'opportunité de lier la vengeance à la réconciliation. « J'ai consulté un avocat, ai-je répondu, fixant Théo droit dans les yeux. Il m'a confirmé que, légalement, après tant de décennies, le délai de prescription rend la restitution impossible. Mon grand-père avait été prudent. En théorie, cette injustice restera un secret de famille, sans conséquences judiciaires. J'ai marqué une pause, laissant l'information s'enfoncer. Mais je ne cherche pas à détruire la fortune familiale. Je ne cherche pas l'argent. Je cherche à restaurer l'honneur, oncle Laurent. Ce n'est pas une question de justice légale, mais de justice morale. Et ce dossier, je l'ai trouvé parce que mon grand-père, avant de mourir, l'avait caché. Non pas pour l'oublier, mais, je crois, pour que quelqu'un dans la famille le trouve un jour. Il voulait qu'on corrige l'erreur, mais il n'a pas eu le courage de le faire lui-même. C'est le sens de sa note. Le plus beau de l'œuvre est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas,
C'est la vérité cachée qui ruine toute l'œuvre. La curiosité est revenue, teintée d'horreur. Delphine, ma sœur plus sensible, a chuchoté. « Mais la famille Bloch ? Sont-ils encore là ?» J'ai poursuivi mes recherches, grâce aux mêmes archives qui m'ont permis de trouver ce dossier. Ai-je repris. La famille Bloch, ou du moins les descendants directs, vivent. Une femme, Madame Élise Bloch, dirige une petite librairie dans le 5e arrondissement, à quelques pas d'ici. Une femme qui, comme moi, vit de l'amour des choses anciennes et de la culture. Elle ne sait rien de cette histoire, rien de la spoliation, rien de la manière dont notre fortune a été lancée. J'ai regardé Agnès, dont le visage était désormais décomposé. Elle avait perdu la bataille du verbe. J'avais les faits. Et le temps. Le vrai pouvoir de la vengeance n'est pas de détruire, mais de forcer une reconstruction sur des bases saines. Mon oncle Laurent s'est finalement levé, brisant le silence. Sa voix était rauque. « Clémence, si ce que tu dis est vrai, pourquoi nous l'infliger à Noël ? Pourquoi ne pas simplement aller voir cette dame et lui donner de l'argent ? Nous avons les moyens. » L'agressivité et le déni laissaient place à la négociation, une forme de reconnaissance de la vérité. « Parce que ce n'est pas mon argent à donner !» ai-je déclaré, le ton maintenant empreint de la solennité de ma mission. « C'est l'argent de la famille Dubois, issu de cette fondation. Et parce que je devais vous montrer la vérité derrière les paroles d'Agnès. Elle m'a traité de parasite parce que je n'ai pas de fortune visible. Mais la vérité est que la richesse qu'elle vénère est, elle, parasite de l'histoire. Elle est bâtie sur la honte. » J'ai balayé la table du regard, incluant tout le monde dans cette confession forcée. Si je vous avais montré ces documents en privé, vous auriez trouvé un moyen de les étouffer, de me payer pour mon silence et de continuer à vivre dans ce mensonge. Je voulais que vous le sachiez tous ensemble, au moment où vous célébrez ce que vous croyez être votre réussite intacte. Mon père a posé sa main sur mon épaule. Un geste de soutien discret, mais puissant. C'était la première fissure dans le mur de leur indifférence. Théo, mon cousin, l'homme de la finance, a commencé à examiner les documents, son œil d'analyste prenant le dessus. Il a chuchoté, c'est authentique. La signature du notaire. Le cachet est bon. C'était la validation technique, la preuve que ce n'était pas une farce. Agnès a fondu en larmes, non pas de remords, mais de fureur et d'humiliation. C'est la fin, c'est la destruction de tout ce que nous avons bâti, a-t-elle sangloté, se retirant de la pièce, sa robe émeraude disparaissant comme une ombre. C'était la première conséquence directe, l'effondrement de la façade. Mais le cœur de mon plan était encore à venir. La réparation inattendue. La vengeance avait servi à vider l'abcès de l'hypocrisie familiale. Mais il fallait que la réconciliation vienne de la famille elle-même, non de ma seule initiative. Je m'étais battue pour la vérité. Il fallait maintenant que la famille se batte pour l'honneur. La table du réveillon est restée figée dans un silence qui n'avait rien de sacré. Seulement la stupeur du désastre. Laurent, l'homme d'affaires intraitable, était le plus touché. L'héritage d'honneur, sa seule véritable justification, venait de lui être arraché. Il a demandé à voir les documents une seconde fois, les examinant fébrilement. « Que proposes-tu, Clémence ?» m'a-t-il finalement demandé, la voix brisée. « Si la justice ne peut pas agir, si ce n'est pas une question d'argent, alors qu'est-ce que c'est ?» J'ai repris mon souffle. C'était le moment de la grande révélation. La riposte finale qui allait redéfinir le sens de ma vengeance et orienter l'avenir. J'ai passé les 2 dernières semaines avec Maître Duquesne, l'avocat que j'ai consulté. Nous ne pouvons pas leur restituer le terrain, mais nous pouvons faire plus. Nous pouvons leur restituer l'histoire, l'honneur, et surtout, nous pouvons transformer ce vice fondateur en vertu. J'ai expliqué mon plan, longuement mûri. J'avais utilisé mes économies et mes talents d'archiviste pour faire des recherches sur l'activité des Bloch avant la guerre. Ils étaient libraires d'art, passionnés par l'édition de vieux manuscrits. Leur rêve était de fonder une maison d'édition spécialisée. Un rêve brisé. La vengeance ne consiste pas à prendre ce que vous avez, oncle Laurent, ai-je dit, mais à créer ce qui a été détruit. J'ai un plan. J'ai trouvé un petit local commercial dans le Marais, dans une rue où les Bloch rêvaient d'ouvrir leur librairie. Le notaire que j'ai consulté a mis en place les démarches pour créer une fondation familiale, la Fondation Dubois-Bloch pour l'héritage culturel. Cette fondation n'aura qu'un seul but, financer l'ouverture de la librairie d'Élise Bloch, racheter les droits des anciens manuscrits qu'il voulait éditer, et lui permettre de réaliser le rêve que notre famille a involontairement brisé. Mais pour que cela fonctionne, pour que ce soit un acte d'honneur, et non une charité déguisée, la Fondation a besoin d'un capital de lancement conséquent. Et il faut que ce soit un engagement familial.
Je peux apporter mes maigres économies, mais l'essentiel doit venir des principaux bénéficiaires de l'héritage du bois. C'est votre rachat, oncle Laurent. L'opportunité de mettre le nom du bois sur quelque chose d'honnête pour la première fois en 60 ans. L'impact de ma proposition a été plus profond que le choc de la révélation. L'argent, pour ma famille, était une arme, et soudain, j'en faisais une opportunité de rédemption. Mon oncle Laurent a levé la tête. Il y avait dans ses yeux non plus de la panique, mais un début de lumière, comme s'il voyait pour la première fois le chemin de sortie du mensonge qui l'étouffait. Mon père, les larmes aux yeux, a pris la parole. « Je participe », a-t-il affirmé, sa voix retrouvant une force que je ne lui avais pas connue depuis des années. « J'apporte ma part, Clémence. C'est la seule façon de se regarder à nouveau dans la glace. » Ma sœur Delphine, l'architecte, a ajouté « Et j'offre mes services pour la rénovation du local commercial. Je ferai le plus beau design pour cette librairie, un hommage à leur histoire. » Le cousin Théo, l'homme des chiffres, a analysé la proposition avec un professionnalisme retrouvé. C'est une excellente stratégie de communication pour redorer l'image de l'entreprise si la vérité devait fuiter, Clémence. Mais surtout, a-t-il ajouté baissant la voix, c'est juste. Je crois que notre grand-père t'a laissé le dossier parce qu'il savait que tu étais la seule capable de faire cela, de prioriser l'histoire sur l'argent. Agnès est revenue dans la pièce, les yeux rouges mais le menton haut. Elle a écouté les engagements de son mari et du reste de la famille. Elle m'a regardée avec une haine résiduelle, mais aussi avec une nouvelle forme de respect, celui qu'on accorde à un adversaire qui vient de vous battre aux échecs en sauvant votre roi. Elle n'a rien dit. Elle a juste sorti son chéquier Hermès et, sans un mot, a écrit un chèque qui couvrait l'essentiel de la somme demandée pour la fondation. Ce n'était pas un acte de pardon, mais un acte de survie sociale et, peut-être, le premier acte honnête de sa vie. Elle ne m'a pas donné son pardon, mais elle a donné l'opportunité de réconciliation aux autres. La vengeance était consommée, mais la réconciliation ne s'est pas faite avec Agnès. Elle s'est faite avec mon père, avec Théo, avec Delphine, et surtout, avec l'héritage de mon grand-père. La table s'est vidée, j'ai ramassé le chèque d'Agnès, le dossier brûlant, et je suis sortie dans la nuit parisienne. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon oncle Laurent. « Rends-nous fiers, Clémence. Sois la Dubois que nous aurions dû être. Le final inattendu n'est pas le chèque, mais ce qu'il a permis, et la façon dont la vie de chacun a été subtilement, mais définitivement, réorientée. La vengeance d'une seule soirée n'a pas détruit ma famille. Elle a révélé les membres qui valaient la peine d'être sauvés. 6 mois plus tard, la librairie d'Élise Bloch ouvrait ses portes dans le Marais. Elle s'appelait « L'héritage oublié ». Élise m'avait demandé d'être sa partenaire en affaires, en me confiant la restauration de ses manuscrits anciens. Mon oncle Laurent est resté le contributeur principal de la fondation, mais il a fait plus. Il a quitté Agnès, réalisant que son mariage était fondé sur la même hypocrisie que son entreprise. Il a choisi de se consacrer au mécénat culturel, vendant la maison du 7e arrondissement et s'installant dans une modeste propriété en province pour suivre mon travail de restauration. La plus grande surprise est venue d'Agnès. Humiliée publiquement par mon geste et abandonnée par son mari, elle n'a pas sombré dans la dépression. Au lieu de cela, elle a transformé son instinct d'organisation obsessionnel. Elle est devenue bénévole dans une association caritative de réinsertion pour femmes en difficulté, utilisant son carnet d'adresses pour lever des fonds. Un jour, je l'ai croisée par hasard. Elle n'était plus en cachemire, mais vêtue simplement, sans maquillage excessif. Elle m'a regardée, non plus avec mépris, mais avec un regard d'égalité froide. « Tu as gagné, Clémence », m'a-t-elle dit, sans rancœur. « Mais tu n'as pas volé ma dignité. Tu l'as simplement forcée à changer de lieu. » C'était son mot de réconciliation, à elle. Elle ne me pardonnerait jamais l'humiliation. Mais elle avait compris la leçon de ma vengeance. La valeur n'était pas dans l'héritage, mais dans la contribution. Mon propre père, libéré de l'ombre de son frère, est devenu un associé silencieux de la fondation, retrouvant une dignité que l'argent n'aurait jamais pu lui donner. Je n'ai jamais réclamé ma part de l'héritage du bois. Je suis restée restauratrice, mais avec une nouvelle mission, restaurer les histoires brisées. L'argent, j'en avais finalement trouvé, non pas dans un héritage soudain, mais en réparant une vieille injustice. Ma vie n'était plus modeste, mais riche de sens et de la seule monnaie qui compte, le respect familial et personnel. La vengeance avait apporté la plus grande des récompenses, une réconciliation avec mon propre chemin et le début d'une nouvelle, et plus honnête, histoire de famille. Le plus beau de l'œuvre est ce qu'on ne voit pas, et ce que je voyais maintenant, c'était un avenir construit sur la vérité.